En inventant la psychanalyse, Freud a mis au point un dispositif technique d'écoute, la position allongée du patient sur le divan, invitant à l'abandon, à la rêverie, à la parole libre. Pour que ses propres réactions inconscientes ne perturbent pas le patient, l'analyste s'assoit dans un fauteuil situé derrière lui. Ce dispositif divan-fauteuil est complété par un environnement d'œuvres d'art et d'archéologie offert à la vue des patients qui ne manquent pas de les utiliser en tant qu'objet médiateur. À l'instar de Freud, Lacan fut un grand collectionneur, curieux de toutes les formes d'art. Son cabinet nous est connu grâce à un livre édité par sa fille Judith, où nous pouvons découvrir les œuvres d'art dont il a aimé s'entourer et entourer ses patients. Bien plus sobre que le divan couvert de kilim de Freud, plus oriental et plus cocon, le divan de Lacan est vert sombre, avec un plaid écossais pour poser les pieds et un petit coussin pour accueillir la tête. Les analysants ont face à eux un mur blanc avec juste un petit cadre carré dans lequel, nous dit Jean-Guy Gaudin, un analysant de Lacan dans son livre 5 rue de Lille, un petit arbre contemplait et narguait immobile le patient étendu à son pied. Malheureusement difficile à reconnaître sur les photos. Au-dessus du divan, un autre petit cadre qui apparaît plus nettement dans cette autre photo. Ce pourrait être une gravure de son beau-frère peintre et graveur André Masson, dont plusieurs œuvres ornent son cabinet. Face à l'analysant, sur sa gauche, un meuble à tiroir de couleur sombre, avec quelques figurines posées dessus. Puis une cheminée blanche surmontée d'un miroir en partie oblitéré par une grande peinture représentant des ruines romaines. Sur le bord de la cheminée, un grand vase, quelques objets, un bougeoir, une petite tortue, des bracelets, et une photo de jeune fille que Gaudin décrit comme une adolescente assez jolie, à la beauté frêle et fragile, la chevelure sombre retenue par un bandeau noir, les yeux empreints d'une certaine tristesse et qui regardait chaque visiteur. C'est Judith, la fille de Lacan, avec la même coiffure que sur cette autre photo prise à Stockholm. Devant le foyer de la cheminée, des gros livres, des dictionnaires et divers documents. Le mur de gauche est occupé par une grande fenêtre à double rideau. Le fauteuil de Lacan, placé derrière le divan, autorise une position semi-allongée. Articulé, il semble plus confortable que celui de Freud. Sur le mur, à sa gauche, un masque, 2 sculptures africaines et plusieurs autres petites œuvres encadrées. Devant le fauteuil, un bureau sur lequel on peut distinguer une lampe, un livre et des feuillets placés sous des petits objets utilisés comme presse-papier. Dans les autres pièces, 2 salles d'attente et un bureau, on peut voir baigneuse à la cascade, de Masson, et des objets archéologiques, dont certains plus précieux sont protégés dans une jolie petite vitrine arrondie. Lacan disposait de plusieurs bibliothèques comptant des milliers de livres, celle de son cabinet rue de Lille, et une autre, plus importante, dans sa maison de campagne à Guitrancourt, où il collectionnait des livres rares, des éditions originales, des ouvrages précieux et plusieurs tableaux de grands maîtres, comme Renoir, Monet, Velázquez, Picasso. Et la célèbre Origine du monde de Courbet, acquise en 1955, qu'il fera recouvrir d'un rideau, puis plus tard d'un dessin de Masson. Dans Télévision, un documentaire de Benoît Jacot, tourné dans son bureau en 1974 et diffusé par Antenne 2, on peut reconnaître derrière lui, pendant qu'il parle, une grande et impressionnante œuvre de Masson. Ce documentaire a été réalisé à l'époque où Lacan remet en question quelques-unes de ses théories et recherche de nouvelles approches. Il annonce le dernier Lacan, selon l'expression de Jacques-Alain Miller, plus iconoclaste que les précédents, qui, psychanalysant la psychanalyse, insiste sur la singularité de chaque être et la part irréductible de l'inconscient de chacun. Pour contrer les dérives de la psychanalyse qui se sont multipliées depuis la mort de Freud, Lacan s'est attaché à dégager ce qu'il y a de plus révolutionnaire et de cohérent chez l'inventeur de la psychanalyse.
Se nourrissant de nombreuses disciplines, la théologie, l'ethnologie, les mathématiques, et plus particulièrement la linguistique, Lacan a puissamment renouvelé la théorie psychanalytique. Sa formule célèbre « L'inconscient est structuré comme un langage » indique que les lois de l'inconscient, qui sont celles du langage, permettent d'expliquer le fonctionnement psychique. Par sa pratique, en continuateur de Freud, Lacan montre que c'est par le langage que l'on a accès à l'inconscient, que la psychanalyse peut guérir par les mots. Résoudre, dissoudre et absoudre sont nécessaires pour recouvrer sa liberté et pour aller mieux. S'il a relativement peu écrit, Lacan a beaucoup parlé. On peut suivre le cheminement de sa pensée dans ses séminaires, mis en forme par son gendre, Jacques-Alain Miller, à qui il en avait confié l'établissement. Son langage contourné, maniéré, baroque, ses jeux de mots, ses formules mathématiques, ses expressions énigmatiques ont attiré et nourri de très nombreux intellectuels venant d'autres disciplines. Ces apports ont ouvert de nouvelles voies de recherche. La conceptualisation des trois registres, réel, symbolique, imaginaire. Le petit et le grand autre. L'objet petit a, le nom du père, les quatre discours, la jouissance et de nombreux autres concepts, dont certains ont été révisés ou remis en question par la suite, et d'abord par lui-même, et qui font aujourd'hui partie du discours psychanalytique. Mais il en pointe aussi les limites, qui sont celles de la langue. Par-delà la souffrance de l'être, la reconnaissance du désir et le désir de reconnaissance reste, dit-il, comme un songe au regard de la jouissance réelle qui anime le vivant. À l'heure des étalages de l'intime, la recherche de la transparence est un fantasme, parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on ne pourra jamais voir, jamais savoir. C'est pourquoi l'interprétation, comme la vérité, ne peut tout dire. Elle compte plus pour ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle suggère. Pour cela, elle devra être poétique. L'artiste précède le psychanalyste, disait Freud. Il fait surgir une dimension inattendue du réel qui s'impose à la conscience. Entre semblant et vérité, l'œuvre d'art est une mise en acte du savoir inconscient. Inquiétante, surprenante, elle pose question, fait parler. Comme l'artiste, le psychanalyste travaille avec le manque, l'inachevé, le raté. Picasso a dit qu'il n'a peint qu'un seul tableau et qu'il ne l'a jamais terminé. La peinture résiste tellement qu'il faut continuer à peindre ce qui ne cesse pas de ne pas se peindre. L'inconscient étant au cœur de tout chef-d'œuvre, ce qu'on ne peut dire peut parfois se montrer. Et les œuvres qui nous touchent le plus nous en apprennent sur nous-mêmes. Les grandes œuvres de l'esprit sont celles qui donnent à réfléchir, à penser, qui continuent à nourrir et à faire jaillir de nouvelles œuvres qui nous permettent d'imaginer le réel. Comme pour Freud, l'art a joué un rôle important dans ses intuitions. Ami d'artistes, d'écrivains, de philosophes, une photo célèbre de Brassai le montre en compagnie de Valentine Hugo, Picasso, Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Léris. Cette photo a été prise lors de la représentation dans l'atelier de Picasso de sa pièce « Le désir attrapé par la queue ». Les nombreux portraits que nous avons de Lacan nous montrent un homme bien habillé, qui portait des costumes et des chaussures très élégantes. À partir de 1969, il porte un type de chemise particulier qu'il fait faire spécialement pour lui chez un tailleur anglais, un genre de col Mao avec une patte qui le referme. Jusque-là, il portait le plus souvent des nœuds papillons ou de longs rubans. Depuis Freud et Lacan, la psychanalyse s'est mondialisée. Le dispositif divan fauteuil et l'entourage d'œuvres d'art a perduré. Les analyses et les études se sont multipliées ainsi que les écoles. Dans de très nombreux pays, on continue de tenter de déchiffrer les méandres de la pensée complexe de Jacques Lacan. Les artistes, par la suite,
ont beaucoup joué avec ses mots, mais aussi avec son image.